dans la région du Sahel. Je suis Maratinine, maître d'enseignement et de recherche à la faculté des droits de l'Université de Genève et directrice scientifique du Geneva Water Hub. Et, nous avons le plaisir d'avoir une session dans le cadre de la journée virtuelle de la conférence de l'Environmental Peacebuilding Association tenue à l'Université d'Ottawa au Canada. Et, donc, cette session, l'origine de cette session est liée à un projet de recherche que nous avons eu par les G3 de la francophonie et qui soutient les partenariats entre quatre universités, donc l'Université de Genève, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Montréal et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Donc, dans ces projets de recherche que nous avons commencé en 2024, nous avons mis ensemble plusieurs disciplines, donc notamment les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences juridiques, pour voir comment l'eau peut être utilisée comme vecteur de paix dans la région du Sahel. Et, donc, on a analysé des conflits qui ont lieu tant à l'échelle transfrontalière qu'au niveau local. Justement, on va voir par la première présentation ces types de conflits au niveau local entre les milieux urbains et ruraux. Et par la suite, on a également regardé les droits de l'homme et en particulier les flux normatifs entre l'Afrique et l'Amérique latine. Et également, on a regardé l'application du droit international humanitaire et du droit international pénal dans les conflits armés, y compris les conflits existants dans la région du Sahel. Et donc, dans le cadre de ces projets, on a organisé un colloque à Dakar en 2025 et sur la base de ces colloques, les présentations faites, nous sommes en train de développer un numéro spécial d'une publication dans la revue Lex Electronica qui va bientôt être publiée. Et également, on a une publication coordonnée par les pôles Dakar sur la diplomatie afrocentrée. Donc voilà un peu les résultats de ces projets de recherche vont apparaître dans une publication scientifique, notamment Lex Electronic, et également dans une publication du Polo Dakar. Et certains des éléments de ces publications seront également reprises dans un policy brief qu'on va présenter à la conférence de l'ONU sur l'eau et qui aura lieu aux Émirats arabes en décembre 2026. Donc, voilà pour les contextes de cette session. Et je vais tout de suite donner la parole au professeur Agua Niang Fol, qui est professeur titulaire de géographie physique à l'université Cheikh Anta Diop, titulaire des deux doctorats au Sénégal et en France, et également directrice de l'école doctorale eau qualité et usage de l'eau à l'université Cheikh Anta Diop, qui sera accompagné par le docteur Koura Kane, qui est enseignante-chercheur au département de développement durable à l'université à Lyon et Diop de Bambey au Sénégal. Donc, je vous donne la parole et merci de vous tenir aux 20 minutes. Merci. Merci beaucoup, Mara, pour cette introduction. Bonjour à tous, Adriana, François Xavier, tout le monde. Euh, oui, nous connectons depuis Versailles en France parce qu'on est en mission. Alors, je vais sans tarder partager notre présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, pas pour à l'instant, on ne voit pas.
Donc, partager. Hmm. C'est bon maintenant? Oui, merci. D'accord. Merci donc pour cette introduction, Mara. Donc, nous, ce matin, nous allons vous parler du lac de Guiers. Donc, le lac de Guiers qui est dans le delta du fleuve Sénégal et qui est la principale réserve d'eau douce de surface du Sénégal, mais un lac aussi qui a d'autres fonctions. Au-delà de la fourniture d'eau potable pour Dakar, le lac a d'autres fonctions. Et ce qu'on note, c'est surtout des inégalités, des iniquités entre les urbains, les populations urbaines, populations rurales. Alors, juste pour camper le contexte, là, on est quand même pleinement en contexte sahélien. Sahélien, en ce sens qu'on est dans le nord du Sénégal, dans le delta du fleuve Sénégal plus précisément. Et comme on le voit, c'est une zone qui a subi une forte dégradation du climat. On le voit sur un peu ce graphique qui illustre un peu la détérioration de l'indice climatique dans le Sahel. On le voit ici à partir des années 70 et cela a beaucoup impacté les ressources en eau. Et aujourd'hui, donc, le risque climatique, il est à son plus haut niveau, notamment sur les ressources en eau dans tout l'espace sahélien. Et on le voit également, c'est toute la bande sahélienne qui finalement est impactée. C'est pas que seulement les sécheresses, mais également d'autres événements extrêmes comme les inondations. Et cela a malheureusement impact, accentue les inégalités et contribue surtout à l'instabilité un peu sociale et économique. On a vu il y a quelques jours, hein, quelques semaines de ça, une bataille dramatique autour d'un puits entre deux communautés dans la zone du Tchad qui a fait quand même 49 victimes humaines. C'est pour vous dire la, un peu la sensibilité de la question de l'accès à l'eau. Alors, et on est aussi, il y a aussi le fait qu'en Afrique, le problème de l'accès à l'eau potable se pose principalement en termes de disparité, disparité entre urbains et ruraux. On peut donner l'exemple du Burkina Faso, mais surtout l'exemple du Sénégal, qui est le plus connu, où on a beaucoup investi dans l'atteinte des OMD, mais c'était surtout des avancées pour le milieu rural, pour l'accès à l'eau dans le milieu urbain. Même s'il y a eu des avancées en milieu rural, cela n'atteint pas en fait les performances qu'on a pu noter pour le milieu urbain. Et cela est quand même assez, je veux dire, inégalitaire. Pour revenir un peu au lac de Guiers, le lac de Guiers, donc je l'ai dit tantôt, est situé dans le delta du fleuve Sénégal. Il fait partie du système du bassin du fleuve Sénégal, principale réserve d'eau douce de surface. Et il fournit aussi de l'eau pour les cultures irriguées qui sont installées sur son pourtour, mais surtout fournit de l'eau potable à l'agglomération dakaroise et d'autres villes secondaires du Sénégal à hauteur de plus de 60% du volume d'eau consommée dans ces localités. Et il faut dire, pour vous dire, la conduite qui va du lac de Guiers à Dakar, elle fait 240 kilomètres. Et l'autre intérêt du lac de Guiers, c'est que, outre le statut de réserve d'eau douce, donc
il est quand même au cœur d'une compétition entre les usages, comme les usages agricoles, les usages pastoraux, la pêche et l'accès à l'eau pour principalement pour les populations urbaines. On parle souvent de système fluvio-lacustre du Guer. Donc, c'est un lac plat sahélien d'origine tectonique. Bon, on ne va pas s'attarder dessus. Plus grande réserve d'eau douce de surface, gérée par un système de barrage, donc deux ponts-barrages ici au nord et une digue barrage au sud, ici à Keur-Momar où le lac se connecte avec un autre réseau fluvial fossile, le réseau, le Ferlo. En termes d'usage, donc on le voit, les usages sont assez diversifiés. L'agriculture irriguée, pêche, élevage, adduction en eau potable, activités domestiques, drainage. Oui, drainage, parce que le lac sert aussi de réceptacle des, des eaux usées d'origine agricole venant des casiers sucriers. Et on le voit aussi ici, il y a aussi l'activité de loisir qui n'est pas à négliger dans la mesure où les communautés riveraines, donc surtout les jeunes, les enfants, etc., utilisent comme aire de récréation avec tous les dangers que cela. Mais c'est surtout l'AEP qui est ici le plus en lumière dans la mesure où on a installé deux usines de traitement de l'eau potable, ici à Nied, au centre-ouest, et à Kermomarsar, au sud. Donc, on fournit de l'eau par conduite forcée sur 240 kilomètres, mais il y a un paradoxe. C'est à côté de ces usines d'eau potable qui approvisionnent Dakar et d'autres villes secondaires, les communautés locales installées sur le pourtour ne disposent pas d'adduction d'eau. Ces communautés, pour la plupart, s'approvisionnent soit directement au lac ou alors par des réseaux de forage donc gérés par des entreprises délégataires, avec un prix du mètre cube d'eau qui est bien souvent au-dessus de celui du mètre cube vendu à Dakar. Donc, c'est vraiment un paradoxe. Alors, oui, bon, les communautés qui vivaient à proximité de ce lac, donc on le voit ici, ils puisaient et ils puisent toujours directement de l'eau non traitée, on le voit ici avec sur des chambres à air portées par des ânes qui pataugent dans l'eau. À côté, il y a la maman qui fait son linge, les enfants qui se lavent, etc. Euh, en oubliant que c'est de là que provient l'eau consommée à Dakar par les communautés urbaines. Et on l'a vu dans le temps, bon, beaucoup de problèmes de santé, notamment avec la prolifération de la salmonelle, des entérocoques, Escherichia coli, le choléra, etc. Bon, euh, beaucoup de problèmes en tout cas, alors que normalement, on devrait prioriser et penser à ces communautés parce que quand même, l'eau que nous buvons à Dakar nous provient de cette zone. Mhm. Alors, je passe la parole à Koura. Mhm. Merci beaucoup. Donc, il faut dire qu'au niveau du lac d'Aguerre, comme l'a souligné Awa, donc, ce qu'on a noté, c'est des problèmes d'inégalité d'accès. Donc, c'est comme si les populations autour du lac n'avaient pas de l'eau potable. Donc, il n'y a pas de branchement domiciliaire, alors qu'au niveau de Dakar, en fait, on transfère l'eau sur plus de 200 kilomètres pour approvisionner les populations de Dakar, la capitale du Sénégal. Mais quand même, des efforts ont été faits. Par exemple, des programmes sont développés
pour essayer de corriger ce déséquilibre. Tout à l'heure, Awa a donné l'exemple du Burkina. Burkina aussi, c'était la même chose, le même exemple. Donc, ils ont mis en place des programmes qui ont pu quand même satisfaire les populations pour ce qui concerne l'accès à l'eau. Mais pour ce qui concerne le Sénégal, donc au niveau du lac, il y a le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guerre. Donc, on avait mis en place donc, pour essayer un peu de soulager les populations. Mais toutefois, ce qu'on a noté, parce qu'on a eu quand même à faire des enquêtes sur le terrain pour voir quand même l'évolution du taux d'accès. Donc, ces communautés continuent d'être confrontées à un déficit criard d'accès à l'eau. Donc, sur ce que vous voyez sur ces photos-là, ce sont des photos récentes de 2025. Donc, ce que vous voyez, donc les populations, toujours ce qu'ils font, ils vont aller chercher l'eau sur quand même des distances qui sont importantes. Et là, on peut le voir sur la première photo à droite. Donc, c'est un charretier qui vient pour acheter l'eau au niveau des bornes fontaines. C'est dans des bouteilles qui conservent, qui mettent l'eau. Donc, on peut voir ça au niveau aussi des images qui sont en bas. Donc, les eaux, surtout au niveau du milieu, donc les eaux sont conservées dans des bidons, sont stockées dans des bidons. Et là, c'est au niveau de la cour des maisons qu'ils mettent ces bidons-là. Donc, quelle est la qualité de cette eau? Il faudrait voir. Donc, ça peut poser après des problèmes de santé. Et sur l'autre image aussi, on voit des bidons qui sont posés ici pour après les populations vont s'approvisionner au niveau de la borne fontaine. Et ici aussi au niveau de la charrette. Donc, ça, c'est un autre moyen de collecte d'eau que les populations utilisent dans la zone. Donc, vous voyez comment les populations peinent à avoir de l'eau qui est potable. Donc, ça, ce sont des villages qui se trouvent aux alentours du lac de Guerre. Donc, ce qu'on a noté aussi, c'est que la tarification en milieu rural, aussi, l'eau est beaucoup plus chère. Au niveau de la zone urbaine, c'est par tranche que les populations payent l'eau. On a la tranche sociale, la tranche du CIADIV, etc. Et au niveau du milieu rural, pardon, donc il n'y a pas de tranche. Donc, ce sont les opérateurs privés qui gèrent l'eau. Donc, on n'a pas le même système de gestion. Donc, au niveau de la zone rurale, c'est l'Office des forages ruraux qui gère, et l'Office des forages ruraux signe des contrats d'affermage de concession avec les opérateurs privés qui, eux, fixent leur prix. Et là, vous voyez sur les exemples de prix qui sont pratiqués par les opérateurs privés. Par exemple, en 2022, l'ACO, qui fixe ça à 250 francs le mètre cube, Sogette à 166 francs, Aquatec 229, etc. Flexio 225. Donc, ce que vous voyez là, il n'y a pas une harmonisation du prix de l'eau avec ces opérateurs privés. Donc, ce qui pose également des problèmes d'inégalité d'accès et d'où les fréquentes manifestations à bas bruit, ce que disait Tal dans un de ses articles au niveau de sa thèse pour ces communautés. Donc, là, dans le cadre des enquêtes aussi qu'on a menées au niveau sur des villages qui sont autour de lac, donc ce que vous voyez là sur cette image au niveau de la carte, donc ce sont les villages qui sont autour du lac de Guerre. Et si vous voyez au niveau du tableau, les scores de vulnérabilité au niveau de ces zones, ce qu'on a mis en encadré rouge, donc ce sont des scores de vulnérabilité qui sont très élevés, allant jusqu'à même 4, niveau 4 pour ce qui concerne le village de Golandais, par exemple. Et ce qui concerne, par exemple, l'accès à l'eau. On avait pris plusieurs secteurs, hein. Mais pour ce qui concerne l'accès à l'eau, regardez, donc il y a vraiment ces villages qui sont confrontés vraiment à des niveaux de vulnérabilité très élevés pour ce qui concerne l'accès à l'eau, alors que ces villages sont autour
de la principale réserve d'eau douce du Sénégal et ils ont des problèmes d'accès, ce qui pose un paradoxe dans l'accès à l'eau entre milieu urbain et milieu rural. Donc, ce qu'il faut également noter, c'est qu'il y a de multiples problèmes autour du lac de Guiers qui peut être source de conflits. Donc, c'est vrai que quand on a mis en place, il faut rappeler un peu que des barrages sont mis en place sur le fleuve Sénégal. Et ces barrages-là, par exemple, si on prend l'exemple du barrage du fleuve de Diama, donc le fait de stopper l'intrusion d'eau marine, en amont du barrage, l'eau est douce. Et ce qui pose problème, c'est la prolifération des plantes aquatiques envahissantes. Et ces plantes aquatiques envahissantes-là, on les a aussi au niveau du lac de Guiers. Donc, il y a des problèmes de pollution qui se posent. Il y a aussi des pertes de terres cultivables, disparition des cultures de décrue liées à la hausse du niveau du lac aussi qui se pose, la dégradation avancée des endiguements. Beaucoup de problèmes se posent, hein. Le mauvais fonctionnement des équipements hydrauliques, l'accès à l'eau, à l'assainissement pour les populations riveraines du lac, la salinisation des terres, la déforestation, installation dans le Djeri. Le Djeri, c'est la période exondée où il n'y a pas beaucoup de crues, où la crue n'arrive pas, etc. Donc, là, on a vraiment répertorié les problèmes qui se posent au niveau de cette zone du lac. Donc, si vous voyez aussi sur le tableau en bleu, là, on a vraiment répertorié pratiquement les problèmes qui se posent au niveau du lac. Il y a même des conflits entre éleveurs, etc., entre agriculteurs, entre éleveurs, et le problème d'accès aussi à l'eau se pose au niveau de ces zones autour du lac de Guiers. Donc, autre problème aussi qu'il faut noter, c'est que le lac de Guiers aussi est le réceptacle des eaux de drainage des agrobusiness. Donc, il faut dire que dans le delta du fleuve Sénégal, il y a l'agrobusiness qui s'est développé. Mais ces agrobusiness-là, ils ont tendance à déverser les eaux de drainage autour, au niveau du lac, ce qui pose aussi des problèmes de pollution des eaux du lac. Autres problèmes qui sont notés, donc dans ce lac aussi, il y a beaucoup d'activités qui se développent. Donc, si vous voyez sur ces images-là, les activités domestiques, les loisirs, et on peut voir les risques qui sont associés à ces activités-là. Le toilettage des animaux qui se fait autour du lac, les femmes qui font la vaisselle, le linge, etc. Donc, les enfants qui se baignent au niveau du lac. Donc, il y a toutes ces activités-là domestiques qui se déroulent au niveau du lac et qui peuvent aussi poser des problèmes sur la qualité de l'eau. Donc, ce qui fait que donc, il y a des études qui ont été faites, hein, des mesures qui ont été faites. Donc, il y a une pollution qui montre que vraiment, il y a une pollution non négligeable et un risque pour les communautés riveraines du lac. Donc, si vous regardez ce tableau-là, donc en période haute, en période basse, entre octobre 2021 et mars 2022, ce qu'on a détecté au niveau de ces eaux-là qu'on a analysées. Salmonella, détecté dans 100% des prélèvements. Entéroscope, présent dans 80% des prélèvements, etc. Donc, il y a beaucoup de pollution au niveau de ces eaux, donc que ce soit en période haute, en période basse. Donc, il y a ces agents-là qui sont détectés au niveau des eaux qu'on a analysées en 2022. Ça pose vraiment une situation de pollution de plus en plus nette pour la plupart des paramètres qui sont ciblés. Et les eaux à la qualité sont des eaux dont la qualité est dégradée avec la norme OMS de potabilité de l'eau qui est largement dépassée, aussi en matière de pesticides, de métaux lourds et autres paramètres. Bon, on a tracé un peu le tableau des risques, des inégalités
et surtout des inéquités entre les urbains et les ruraux. Et on le voit très bien. Les communautés rurales autour du lac de Guiers sont vraiment, on peut dire, entre guillemets, en péril, eu Mm. égard un peu à la contamination des eaux et au fait qu'ils s'approvisionnent. Ils vont aller prendre de l'eau normalement au niveau des bornes de fontaine, mais ils vont continuer à utiliser, à être en contact avec les eaux du lac. Donc, dans la gestion, un lac aujourd'hui, dont la gestion représente un enjeu important pour le développement socio-économique du delta du fleuve Sénégal, mais de l'ensemble du Sénégal. Parce qu'à partir de ce lac, aujourd'hui, le Sénégal projette de créer sa première autoroute de l'eau pour alimenter la zone de Touba, par exemple. Alors, là, c'est d'autres types d'inégalités, d'autres conflits qui vont émerger. Euh, L'accès universel à l'eau potable est quelque chose qui a été vendu un peu à toute la communauté sénégalaise, qu'elle soit urbaine ou rurale, dans le cadre de l'atteinte des programmes d'atteinte des OMD, puis de l'atteinte de l'ODD 6. Mais on se rend compte qu'il y a toujours, certes, des avancées qui sont notées, mais on n'atteint toujours pas cet accès universel. Et aujourd'hui, il est impératif de réduire donc ces inégalités parce que bon, l'eau c'est un droit c'est un droit reconnu universellement pour l'ensemble des humains, mais ça doit être aussi un sacerdoce pour l'État pour asseoir un développement économique, social et durable et surtout éviter les conflits parce que on a constaté, on pourra parler des mobilisations et des manifestations à bas bruit. Bon, tant que ça reste à bas bruit, c'est très peu audible, mais on a peur que dans le futur, dans un futur proche, surtout avec cette perspective d'autoroute de l'eau, que ces mobilisations, que ces contestations explosent et ce qu'on ne souhaite pas se termine par des conflits. Merci beaucoup pour votre attention. Et, merci beaucoup, Agua et Koura, pour cette présentation sur cette réserve d'eau stratégique, en fait, pour les Sénégal, qui aussi, non, j'ai beaucoup aimé votre conclusion sur aussi l'ODD 6 et l'accès à l'eau potable et aussi la réalisation du droit humain à l'eau potable. On sait que malheureusement, on est loin de la réalisation de l'ODD pour l'accès à l'eau potable. Et c'est là, voilà, ça nous permet de faire une belle transition vers notre deuxième présentation qui va justement aborder des questions des droits humains et aussi dans une approche des comparaisons entre l'Afrique et les Amériques. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Adriana Daza Camacho, qui est avocate colombienne, titulaire d'un master en droit avec spécialisation en droit public et droit minier énergétique, et François-Xavier Salouden, qui est enseignant et chercheur en droit de l'eau et droit international et européen à l'Université de Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'à l'Université de Laval. Donc, je vous donne la parole, François-Xavier. Merci. Merci Mara, merci à toutes et tous. Et donc effectivement, l'objet un petit peu, c'est d'utiliser les droits humains. Donc les droits humains, on se rappelle, c'est différent de la norme ordinaire, hein. L'idée du droit humain, c'est d'encadrer l'évolution, voire même contrôler peut-être l'évolution du droit ordinaire pour qu'il respecte certains grands fondamentaux. Et la question était de savoir, est-ce que en regardant les Amériques, est-ce que en regardant aussi ce qui se passe du côté africain des droits de l'homme et des peuples, eh bien, il pouvait y avoir un dialogue normatif et spécifiquement autour de l'eau pour pouvoir augmenter les protections
des communautés locales et puis l'évolution du droit interne. Donc, et on va voir, on va utiliser une notion peut-être un petit peu nouvelle ou pas consacrée par le droit, qui est l'idée de flux normatif. Un flux normatif, qu'est-ce que ça serait? Ça serait l'idée de voir que sur une même situation de droit, eh bien, il va y avoir plusieurs éléments, plusieurs briques élémentaires qui constituent cette situation. Et peut-être que chaque brique peut être protégée par un droit humain. Et encore une fois, l'eau les concentre vraiment tout particulièrement. Donc, à travers ça, si chaque brique est protégée, peut-être proposer aux communautés locales des guides qui peuvent leur dire face à telle situation, peut-être qu'il peut y avoir telle voie pour garantir vos droits, qu'ils soient culturels, économiques, sociaux, voire même civils et politiques. Donc, pour procéder à cela, on fonctionnerait finalement en vous présentant trois types de droits. Le faire à travers trois dynamiques et puis finalement mettre en place deux étapes. Alors, au niveau des droits et des trois premiers droits, on a coutume de différencier entre droits humains, droits collectifs, puisqu'on va appeler aussi peut-être une dimension un petit peu plus récente dans comment dire, États occidentaux libéraux, que sont les droits bioculturels ou les droits de la nature. Les droits humains individuels sont ceux qui sont les plus comment dire, transformés en droits, principalement civils et politiques. Ce sont des droits finalement, qui constituent la quasi-totalité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention interaméricaine, de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés, même de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc c'est vraiment l'individu qui va pouvoir avoir une protection. Et quand bien même on parlerait d'un individu dans une communauté, souvent c'est pas la communauté qui va avoir la protection, mais c'est l'individu du fait de son appartenance à la communauté. Donc la personne de droit protégé, c'est toujours l'individu. Et c'est le modèle qui est très largement dominant, quasi exclusivement. Sauf que, on va voir à côté que, notamment dans le système africain des droits de l'homme et des peuples, on va trouver des droits collectifs. Et là, le droit collectif, hein, c'est vraiment la communauté, le peuple, la minorité, qui va pouvoir avoir directement des droits. Et finalement, un petit peu en vase communicant, si la communauté a des droits, ça veut dire qu'à la fois l'État, sous la juridiction éventuellement, ou les États, sous la juridiction desquels va se retrouver cette communauté, vont avoir des obligations. De la même manière, les individus, si la communauté a un droit, vont aussi avoir des obligations à l'égard de cette communauté. Et puis, le dernier outil qu'on va pouvoir utiliser, ça serait également un droit collectif, mais qui va faire fonctionner ensemble à la fois l'aspect culturel des droits collectifs, mais aussi le droit de l'environnement, le droit de la biodiversité, ce qui va s'appeler les droits bioculturels, dont on aura un exemple tout particulier dans un des États qui l'a constitutionnalisé, qui est la Colombie, tout à l'heure avec Adriana Daza Camacho. Et puis, donc ces droits de la nature, droits bioculturels, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le droit de l'environnement environne l'individu, donc l'exclut. Donc on aurait le droit de l'environnement qui ne concerne pas l'individu, les droits humains qui concernent l'individu. Les droits de la nature, ça serait de travailler à la fois l'individu et les autres portions de la nature, l'individu en étant une des constituantes, par des droits, donc des droits qui sont beaucoup plus holistiques à la vie de l'individu. Donc ça, c'est nos trois droits. À côté de nos trois droits, on a trois dynamiques normatives actuellement. La première, c'est un rappel très fort qui est fait sur l'interdépendance des droits, mais qu'à côté des théorisations qu'on va pouvoir trouver en matière de droits humains, eh bien, chaque droit, qu'il soit civil, politique, économique, social et culturel, est intimement lié, comme le dit la Déclaration de Vienne, aux autres. Donc, possiblement que ça met la table à ce que on puisse, pour une situation donnée, peut-être protéger le droit à l'eau,
ou alors protéger un droit culturel à travers d'autres types de droits, civils et politiques par exemple, sur l'ingérence dans la vie privée et familiale, sur la vie, sur la liberté d'expression, etc. Puis, inversement. Le deuxième, c'est que on va avoir une augmentation des recours, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui vont questionner à la fois les engagements de l'État en matière d'environnement, mais également les engagements de l'État en matière de droit international des droits humains. Et à l'interne même, dans les rapports peut-être plus horizontaux entre individus, on va avoir une augmentation euh, des recours, qu'ils soient judiciaires ou qui peuvent être amiables, pour, donc là, je pense à la conciliation notamment, à la médiation, mais pour avoir une meilleure garantie à la fois des droits de l'environnement et puis du droit des droits humains. Et puis enfin, puis c'est la troisième dynamique qui nous permet de rebondir, c'est une autonomisation des gouvernements locaux, des gouvernements communautaires, avec des reconnaissances de compétences constitutionnelles. Et donc là, on va avoir un ensemble de gestion, d'entités de gestion. Trois droits, trois dynamiques. On en arrive maintenant à nos deux étapes. La première étape, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est de se dire qu'une situation de fait qui va affecter une communauté est en fait constituée dans un élément, dans une pluralité d'éléments. Donc on va appeler ça l'élémentisation. Une pluralité d'éléments qui chacun va pouvoir peut-être faire l'objet d'une protection. On parlait du droit à l'eau, par exemple. Bah, dans les constituants du droit à l'eau, il va peut-être y avoir, bah, s'il y a un problème, face à qui je me retourne. Donc, on va avoir peut-être une composante de est-ce qu'il y a des cours ou est-ce qu'il y a des points de contact uniques qui vont pouvoir recevoir des inquiétudes, des plaintes. Et donc là, on va parler, hop, du droit à un procès juste et équitable, par exemple. Alors, la disponibilité des voies de recours. Euh, on va avoir des usages acceptables de l'eau. Donc, on va pouvoir peut-être rentrer sur l'ingérence dans la vie privée et familiale. Donc, finalement, une situation se compose d'une brique d'éléments qui vont pouvoir travailler. Et donc, on arrive à notre deuxième étape, qui est de considérer que chaque élément va pouvoir être un point d'accroche à un brin normatif, à une protection normative. Et si on prend tous ces éléments avec tous leurs brins normatifs, eh bien, on en arrive à un tressage qui crée un flux normatif de protection, un flux dont une seule constituante suffit à assurer un minimum de protection. Et puis, au fur et à mesure du tressage, on arrive à finalement une protection interreliée efficace. Donc, c'était cette idée de flux normatif, hein, puis l'idée donc de voir à travers des études de cas, le Canada, la Colombie, le système interaméricain, et voir aussi que le dialogue existe déjà beaucoup en matière de droit collectif entre le système interaméricain et le système africain des droits de l'homme et des peuples, et de voir comment est-ce que ces deux systèmes-là peuvent, en internormativité, s'auto-inspirer, utiliser leur jurisprudence, puis finalement se rendre plus visibles, se rendre plus accessibles pour les communautés locales, par exemple, par l'idée de cartes. Donc, voilà un petit peu nos points Canada-Colombie, système interaméricain, et puis l'interaction entre les systèmes interaméricains et africains. L'élémentisation est facilitée par le fait que l'eau s'est constituée finalement enfin, l'humain a beaucoup de rapports avec l'eau, et que ce soit le lieu de vie, on le voyait tout à l'heure avec les photos qui agrègent autour du même point de disponibilité de l'eau, une pluralité d'usages, et cette pluralité d'usages face à une ressource limitée emmène une concurrence d'usages. Et si on prend en point d'accroche, et le premier élément qui serait le Canada, le Canada compte vraiment un certain nombre de communautés locales qu'on appellerait au Canada des communautés autochtones, en fait trois groupes constitués des Premières Nations, des Inuits et puis des Métis. La protection, donc le Canada n'est pas partie au système interaméricain des droits de l'homme, et donc les protections sont essentiellement de nature constitutionnelle et de nature fédérale au niveau des compétences.
Et on a même actuellement toute une relation finalement par le fédéral de pouvoir s'occuper des droits des communautés autochtones, communautés locales, au Canada à travers la gestion de l'eau douce, de l'accès à l'eau potable, avec une période actuellement de transition problématique entre deux lois sur l'eau potable des Premières Nations, une loi qui a été abrogée en n'attendant pas que soit adoptée une nouvelle loi dans le cadre d'un règlement collectif. Comment fonctionne et comment vont fonctionner, puis c'est peut-être l'exemple, j'allais dire, un petit peu conservateur en matière de protection des droits à l'eau, c'est qu'on fonctionne, mais comme la Colombie, mais de manière beaucoup plus stricte. On va fonctionner sur un fondement donc, qui est constitutionnel et on va travailler à travers la question des droits ancestraux. Et donc la protection essentielle des communautés locales va finalement remonter à un droit ancestral, c'est-à-dire à une activité, élément d'une pratique, coutume et tradition intégrée dans une culture distinctive du groupe en continuité avec la pratique, coutume ou tradition qui existait avant l'arrivée des Européens, ce qu'on appelle la pratique pré-contact. Et cette activité-là, bien sûr, elle est évolutive aux fonctions de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, etc. Mais ça reste un champ qui est relativement peu exposé à l'international. Il y a quand même, donc c'est un modèle, je vous le montre, qui est ça, finalement peut-être plus conservateur dans les Amériques hein, que celui qu'on va voir par ailleurs. Il y a néanmoins certaines initiatives importantes au Canada et c'est notamment que à travers une résolution conjointe d'une municipalité régionale de comté et puis d'un conseil des Premières Nations Innu, d'Ikwetchit, d'une reconnaissance dans leurs compétences d'une portion, enfin d'une rivière qui va avoir des droits en tant que telle. Donc là, on parle un petit peu des droits de la nature. On est dans un cadre qui est vraiment très, très, très stimulant, qui est important à titre simplement de reconnaissance des communautés, mais néanmoins qui ne s'élève pas au niveau constitutionnel et qui ne s'impose pas aux autres communautés ou même à l'État canadien. Donc quittons le Canada et finalement descendons un petit peu vers le sud pour retrouver ma collègue Adriana et puis le fleuve Atrato de Colombie. Merci François. Et l'exemple canadien que nous venons de voir, comment on peut montrer, on peut voir comment la protection de l'eau peut s'appuyer sur les droits ancestraux, l'autonomie des communautés locales et dans certains cas sur la reconnaissance d'une personnalité juridique accordée en cours d'eau, comme la rivière Macti. Mais le cas colombien nous conduit à une réflexion complémentaire, ouais. Alors que l'expérience canadienne met principalement l'accent sur les droits des communautés, leurs relations avec l'histoire, avec les territoires, et l'expérience colombienne cherche à articuler plus étroitement la protection des communautés, des écosystèmes et du fleuve lui-même. Et le cas colombien se situe dans les bassins du fleuve Atrato, au cœur du Chocó, l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète, avec plus de 40 000 km² de bassins versants et l'un des niveaux de précipitation les plus élevés au monde. L'Atrato représente bien davantage qu'un simple cours d'eau. Il constitue à la fois un milieu de vie, un support d'activité économique, un élément culturel et une ressource indispensable à la survie des populations locales. Mais sa richesse environnementale contraste fortement avec la réalité sociale du territoire. Et le Chocó demeure l'une des régions les plus pauvres de Colombie. Il a été historiquement marqué par l'absence de l'État, des défis d'infrastructures et de services essentiels, ainsi que par la présence des groupes armés et des activités extractives illégales, notamment l'exploitation minière. Les bassins illustrent un paradoxe fréquent dans les nombreuses régions du monde. Une grande richesse écologique coexiste avec de profondes vulnérabilités sociales et des dynamiques de conflictualité persistantes. Pour comprendre l'importance du cas Atrato, il faut donc également comprendre la relation
particulière que les communautés locales entretiennent avec les fleuves. Les communautés autochtones afrodescendantes et paysannes qui vivent dans les bassins entretiennent avec les fleuves une relation historique profonde. Le territoire n'est pas uniquement un espace physique, il est le soutien d'activités économiques, de traditions, de savoirs ancestraux et de formes de gouvernance locale. Cependant, ce territoire a également été marqué par les conflits armés, comme je viens de dire, et les conflits liés aux ressources naturelles et les vulnérabilités sociales se superposent tout le temps. Face à cette situation, plusieurs communautés de voisins ont saisi la Cour constitutionnelle colombienne. En 2016, celle-ci a rendu une décision historique, l'arrêt T622, aujourd'hui considéré comme l'une des références internationales les plus importantes en matière de protection d'écosystèmes aquatiques et des communautés qui en dépendent. Et pour comprendre la portée de cette décision, il faut examiner la manière dont la Cour a interprété la valeur du fleuve Atrato. L'accord constitutionnel en matière de biodiversité a dit, OK, la biodiversité du bassin ne possède pas seulement une valeur écologique. Elle constitue également le fondement matériel et culturel de la vie des communautés qui habitent le territoire. Les forêts, les rivières et les écosystèmes du bassin de l'Atrato ne sont pas perçus comme des systèmes de ressources naturelles, ils sont intimement liés au mode de subsistance, aux savoirs traditionnels, aux pratiques culturelles et aux formes d'organisation sociale des communautés autochtones et afrodescendantes. La Cour souligne ainsi qu'il existe une relation d'interdépendance entre la diversité biologique et la diversité culturelle. Et la dégradation d'écosystèmes ne menace donc pas uniquement l'environnement, elle met également en péril la condition d'existence, d'identité collective et la transmission des connaissances ancestrales des populations qui dépendent du fleuve. Dans cette perspective, protéger les fleuves signifie protéger un ensemble de relations écologiques, sociales, culturelles et économiques qui sont construites au fil du temps entre les communautés et leur environnement. Cette compréhension plus large de la biodiversité conduit naturellement à une réflexion sur la manière dont les droits peut apprendre le territoire lui-même et les liens particuliers qui unissent les communautés à celui. Cette réflexion conduit naturellement à une question plus large, comme comprendre juridiquement les territoires dans lesquels ces relations se développent. Pour la Cour, le territoire ne peut être réduit à une conception classique de la propriété individuelle. Il s'agit d'un espace collectif étroitement lié à la continuité historique et culturelle des communautés. Et les rivières, les forêts, l'écosystème deviennent ainsi des éléments constitutifs de leur identité collective. Et cette logique rejoint d'ailleurs plusieurs développements que nous retrouverons dans les systèmes interaméricains concernant la relation entre les peuples, leur territoire et leurs ressources naturelles. Mais pour répondre à cette question, la Cour constitutionnelle a développé un concept juridique particulièrement innovant. Et c'est le droit bioculturel. La réponse apportée par la Cour constitutionnelle est la création d'un concept particulièrement différent, c'est le droit bioculturel. Et, c'est-à-dire que les fleuves, les forêts et les ressources naturelles ne sont pas seulement des éléments de l'environnement, comme je viens de dire, sinon ils soutiennent les moyens de subsistance des pratiques culturelles et des savoirs traditionnels. Et cette relation de dépendance mutuelle pour la Cour cherche à reconnaître à travers la notion de bioculturel, non? L'idée est simple. On ne peut pas protéger durablement la nature sans protéger les communautés qui vivent avec elle et on ne peut pas protéger ces communautés sans préserver les écosystèmes dont elles dépendent. Cette approche dépasse donc la distinction classique qu'on vient de voir entre la protection de l'environnement, la protection de l'environnement et la protection des droits humains. Elle conduit la Cour à considérer que le fleuve Atrato mérite lui aussi une protection particulière.
C'est pourquoi l'arrêt reconnaît les fleuves comme sujet de droit, avec la personnalité juridique qui parlait un petit peu français avant, François avant, et avec les droits à la protection, à la conservation et à la restauration. Mais reconnaître les droits aux fleuves ne suffit pas. Encore faut-il créer des mécanismes capables de rendre ces droits effectifs dans la pratique. Et c'est dans cette perspective que la Cour a créé la Commission des gardiens de la Trato. Cette institution associe l'État, les communautés locales et l'expérience scientifique dans la protection du fleuve. Elle matérialise concrètement une logique de gouvernance partagée en faisant dialoguer les savoirs scientifiques, les savoirs traditionnels et l'action publique. Il s'agit de l'un des aspects les plus importants de l'expérience colombienne. Les communautés ne sont plus seulement des bénéficiaires de protection, elles deviennent des acteurs de gouvernance. La question est alors savoir quels résultats cette expérience a permis d'obtenir et quels défis demeurent aujourd'hui. 10 ans après l'arrêt de 622, le bilan demeure contrasté, non? Des progrès importants ont été réalisés en matière de participation communautaire, de visibilité internationale et de gouvernance environnementale. Mais toutefois, des défis majeurs persistent, notamment l'exploitation minière illégale, la déforestation et la contamination au mercure et les difficultés de coordination institutionnelle. Mais cependant, au-delà de ces résultats, il me semble important de souligner un aspect particulièrement pertinent pour le thème de cette conférence consacrée à l'eau, au conflit et à la paix. L'arrêt n'a évidemment pas mis fin à tensions qui affectent les bassins de la Trato, mais il a contribué à les rendre visibles, des conflits longtemps marginalisés, à renforcer la participation des communautés locales, à créer des espaces permanents de dialogue autour de la gestion des fleuves. En ce sens, la protection de l'eau n'apparaît plus uniquement comme un objectif environnemental. Elle devient également un outil de gouvernance territoriale capable de réduire certaines sources de conflits liées à l'exclusion, à la dégradation environnementale, à l'exploitation non durable des ressources naturelles. Et l'expérience de la Trato montre ainsi que la gouvernance de l'eau peut contribuer à renforcer des mécanismes de dialogue, de coopération dans les territoires marqués par la conflictualité. Cette expérience s'inscrit dans une évolution juridique plus large qu'on retrouve aujourd'hui dans le système interaméricain et dans la réflexion menée sur les liens entre l'eau, gouvernance et paix. Et c'est précisément cette évolution du système interaméricain et son ouverture progressive vers une protection collective, territoriale et environnementale des droits que François va vous nous montrer tout de suite. Il faudrait chercher d'être. Oui, c'est ça. Et puis, je vais vous montrer en quelques mots, parce qu'on a déjà 22 minutes à 48 secondes hein, qui sont écoulées. On sait que chaque goutte de temps est précieuse. Donc, du côté du système interaméricain, finalement, donc on voit que c'est un système régional qui chapeaute, finalement, même à travers la Commission, le Canada, c'est juste que la Cour n'est pas compétente, hein. Mais c'est que on a donc ce mouvement régional qui va être ce mouvement à l'intérieur des États qui va être finalement transposé au régional, notamment la logique bioculturelle qu'on voit se développer dans la Colombie. À savoir la Cour interaméricaine, vous en avez là la photo de la porte d'entrée située à San José du Costa Rica. Et puis, la Cour va procéder finalement dans les 20 dernières années à une évolution très très forte. La logique très traditionnelle, comme celle qu'on a pu voir, est individuelle. Donc, c'est les individus qui ont des droits, puis principalement des droits civils et politiques. Mais à partir des années 2000, et puis notamment dans l'affaire Yaki Aksa contre Paraguay,
on va avoir un début d'évolution pour reconnaître une logique beaucoup plus collective. On va faire découler de l'article 21 sur le droit de la propriété une propriété communautaire étendue et on va inclure l'habitat traditionnel, l'habitat dans lequel les communautés ont vécu, mais aussi les territoires sur lesquels elles se sont déplacées, les populations avec qui elles ont des liens d'appartenance et le droit de vivre librement sur ces terres. Et ça va être un point de convergence avec le système africain qui peut être mobilisé dans comment dire, la pacification des relations entre communautés, c'est donner des droits fonctionnels au territoire, et puis éventuellement peut-être même juste des droits d'usage du territoire, un usage partagé qui ne soit pas la propriété exclusive comme on peut la connaître. Puis troisième étape arrive assez rapidement en 2006-2010, c'est de reconnaître la relation étroite des peuples autochtones et des terres traditionnelles. Et donc là, on rentre dans la logique bioculturelle, donc la troisième type de droit dont on parlait et qui a été matérialisé par la réalisation colombienne, matérialisée par Adriana. Donc, c'est des points vraiment marquants. Je passe peut-être un petit peu rapidement jusqu'à l'avis de 2015 du système interaméricain sur l'urgence climatique, et puis qui va pouvoir reconnaître que la nature ait des droits comme Atrato, qu'on ait un principe de prévention des dommages irréversibles et une protection de la nature, un droit à un environnement sain comme fondamentaux et intégrés à la protection effective des droits humains. Donc, on voit une évolution un petit peu tempérée, mais quand même relativement remarquable. Le point à avoir hein, dans notre idée d'éclairer sur la situation au Sahel, c'est que les deux systèmes interaméricains et africains ont quand même un historique de communication, de dialogue interinstitutionnel vraiment marqué, à travers des initiatives comme dialogue entre juges, mais aussi à travers une circulation assez marquée des standards matériels, le développement que ne fait pas encore le système européen d'un droit fonctionnel au territoire, l'articulation des droits collectifs et des droits civils. Donc, entre les deux systèmes régionaux, il y a vraiment une historique d'influence normatrice, tant dans la détermination que dans l'interprétation. On a parfois certaines références croisées incluant aussi le système universel du comité traité et du Conseil, charte des droits humains, et notamment sur les dimensions collectives des droits. Donc ça nourrit profondément l'idée de flux comme de ses composantes pour une protection des communautés locales, une protection, finalement, je veux dire, traditionnelle, verticale, entre la communauté et l'État ou les États sous la juridiction desquels est la communauté, mais aussi très probablement dans dans finalement l'aménagement, l'utilisation éventuellement partagée du territoire. Ce qui nous amène donc à conclure à travers la voix d'Adriana. Merci François. Les développements que nous venons de voir concernant les systèmes interaméricains et les points de dialogue avec les systèmes africains nous permet de revenir à l'idée centrale de cette présentation, faire travailler la convergence, la complémentarité des protections. Et la synthèse présentée dans cette dernière diapositive met en évidence quatre grands flux normatifs. Au Canada, nous observons un flux fondé sur les droits ancestraux et l'autonomie locale. En Colombie, un flux bioculturel collectif qui vient s'ajouter aux mécanismes plus classiques de protection. Les systèmes interaméricains développent progressivement un flux régional de protection collective qui complète les portées individuelles traditionnelles des droits humains. Et enfin, la réflexion menée dans l'État du Sahel au sein du système africain des droits de l'homme et des peuples montre des flux plus composés qui rentrent en dialogue avec ces différentes expériences. Et enfin, cette réflexion nous conduit à une dernière question, c'est comment bâtir une cartographie des juridictions ou des droits, quelle voie de recours. Et au fond, c'est peut-être là que se trouve l'intérêt principal des flux normatifs que nous avons présentés aujourd'hui. L'idée n'est pas de dire qu'un flux est meilleur qu'un autre. L'idée est plutôt de comprendre comment ils peuvent fonctionner ensemble.
Et si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, on peut imaginer une véritable cartographie de protection disponible. Une personne, une communauté pourrait se situer sur cette carte et identifier les différentes ressources auxquelles elle a accès. Un mécanisme local, une ressource interne, une protection constitutionnelle, un mécanisme régional ou encore une forme de gouvernance communautaire, par exemple. Ce qui montre notre comparaison, c'est qu'une même situation peut être protégée par plusieurs faisceaux normatifs à la fois. Oui. Si l'un de ces mécanismes est absent, limité ou inaccessible, d'autres peuvent parfois prendre le relais et la force du système ne réside donc pas dans un seul droit et dans une seule juridiction, elle réside dans la complémentarité des protections disponibles et dans leur capacité à se renforcer mutuellement. Et finalement, la cartographie que nous proposons aujourd'hui ne cherche pas à identifier un modèle unique, elle vise plutôt à rendre visibles les différents schémas de protection qui peuvent être mobilisés par les communautés locales et à montrer comment ces protections peuvent converger au service du même objectif, la préservation d'écosystèmes, la protection des droits humains et la construction de la paix. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci François-Xavier et Adriane. Et, je pense que votre présentation a montré cette complémentarité entre les systèmes interaméricains des droits de l'homme et les systèmes africains des droits de l'homme et des peuples. Et justement, on retrouve beaucoup des problématiques étant en Afrique, dans la région sahélienne, par exemple, on pourrait mentionner les cas des Ogoni, des communautés Ogoni dans les deltas du Niger, avec non, la protection aussi des communautés autochtones au Paraguay, comme vous avez, par exemple, cité. Donc maintenant, on passe à la dernière présentation de cette session qui porte sur les crimes de l'eau. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Héloïse Pelletier, qui est juriste en droit international et a effectué un master en droit à l'Académie des droits internationaux humanitaires et des droits humains à Genève. Elle est actuellement avocate stagiaire chez un cabinet ici à Genève. Elle a aussi récemment gagné un prix comme jeune chercheuse délivré par l'Association internationale des droits des eaux, l'AIDA. Donc, Héloïse, je vous donne la parole. Merci. Merci Mara pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais, comme l'a annoncé Mara, je vais plutôt me concentrer sur la protection de l'eau, mais en période de conflit armé spécifiquement. Et j'ai pas de PowerPoint à vous montrer aujourd'hui, donc il va falloir m'écouter attentivement. Mais j'ai séparé donc cette présentation en trois parties. Je vais commencer assez rapidement, mais sur le droit international humanitaire, donc comment on peut protéger la ressource en eau, les installations hydriques, hydrauliques dans des périodes de conflit armé. Et puis ensuite, je me concentrerai plutôt sur le droit pénal international, donc comment utiliser le statut de Rome de la Cour pénale internationale pour essayer justement de protéger ou de réprimer en fait les crimes contre l'eau. Et je terminerai brièvement en concluant sur les potentielles pistes d'évolution auxquelles j'ai réfléchi pour un peu améliorer la situation. Donc, ma première partie sur le droit international humanitaire, je me suis posé la question quel principe ou bien quelle disposition on pouvait utiliser pour protéger l'eau. Donc, ça va bien au-delà du Sahel, hein, ça s'applique à toutes les situations de conflit armé. Donc, il y a un grand principe qui s'applique à tous ces conflits, c'est le principe fondamental qui énonce que dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir les moyens et les méthodes de guerre n'est pas illimité. Donc, ce principe va venir en fait justement limiter la liberté d'action militaire des États et dans le but de préserver les biens et les personnes qui sont protégées par les conventions de Genève et par les protocoles additionnels.
Donc, l'utilisation, par exemple, de poisons ou bien d'armes empoisonnées va être strictement interdite lorsqu'elle est destinée, par exemple, à tuer ou à blesser, ce qui va inclure notamment les contaminations délibérées des puits ou des ressources d'eau potable, comme on a déjà parlé un peu aujourd'hui. On a aussi trois gros autres piliers du droit international humanitaire, donc du DIH, qui s'appliquent aussi à toutes les situations de conflit. Donc, ça va être les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Et ces principes vont s'appliquer aussi tout à fait aux protections des infrastructures hydrauliques, des installations liées à l'eau. Et donc, le principe de distinction, si on commence par celui-là, il va protéger les objets à caractère civil et ces objets doivent être donc épargnés de toute attaque et on trouve ces différents principes dans le protocole additionnel numéro 1 aux conventions de Genève. Ça va également s'appliquer à toutes les attaques indiscriminées, donc les attaques où les personnes qui vont commettre ces attaques ne, ne choisissent pas, entre guillemets, entre objets civils ou objets militaires. Et ensuite, on a le principe de proportionnalité qui va interdire toute attaque susceptible d'entraîner des pertes ou des dommages collatéraux excessifs au regard de l'avantage militaire concret et direct attendu. Et si on prend des cas spécifiques, notamment liés à l'eau, les avantages militaires, ils apparaissent souvent très marginaux, voire même inexistants quand on réfléchit en fait et quand on voit surtout les effets humanitaires et environnementaux qui sont tout à fait dévastateurs et qui détruisent les écosystèmes et les infrastructures hydrauliques. Et un des exemples, et je reviendrai brièvement là-dessus tout à l'heure, mais c'est l'exemple du barrage de Kakhovka en Ukraine qui a montré vous avez pu le voir dans les médias sûrement, mais il y a eu des destructions d'écosystèmes massifs et même s'il y a eu peut-être un avantage militaire là derrière, la destruction était tellement énorme qu'au final, il y a un déséquilibre complet entre un avantage potentiellement militaire et les destructions qui en découlent. Et le dernier principe, c'est le principe de précaution. Donc, ce principe va demander à toutes les personnes impliquées dans la planification, la décision ou l'exécution d'une attaque de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour s'assurer que la cible constitue bien un objectif militaire et que son attaque n'est pas interdite par le droit international humanitaire. Ensuite, le droit humanitaire va aussi protéger certains biens, beaucoup plus spécifiquement avec des dispositions particulières qu'on trouve aussi dans le protocole additionnel 1. Et ça va être notamment la protection des ouvrages et des installations contenant des forces dangereuses. Donc, on peut penser à des barrages, par exemple, à des digues ou à des centrales nucléaires. Mais il va également protéger l'environnement naturel. Et je reviendrai brièvement là-dessus tout à l'heure. Il va également prohiber certaines méthodes spécifiques de guerre, en particulier le recours à la famine contre les populations civiles. Et dans ce contexte-là, ça va également prendre en compte la privation de l'eau, donc d'eau potable. Il va également interdire explicitement d'attaquer, de détruire, de déplacer ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population civile. Et donc, on peut penser à des installations, des réserves d'eau potable, des ouvrages d'irrigation, par exemple. Après, le droit humanitaire, c'est quand même un droit qui protège les populations civiles ou les personnes qui sont touchées par les conflits armés, beaucoup moins l'environnement pour lui-même ou l'eau, la ressource en eau pour elle-même. Mais on va voir quand même certaines provisions, notamment les articles 35 et 55 du protocole additionnel, qui vont venir sauvegarder l'environnement un peu plus pour lui-même et qui vont venir prohiber en fait les attaques qui causeraient des atteintes étendues, durables et graves à l'environnement naturel. Et donc ça, c'est déjà un pas qui est assez important pour protéger l'environnement en tant que tel. Et évidemment, la ressource en eau est directement liée à la protection de l'environnement. Après, effectivement, ces provisions sont très importantes et heureusement qu'elles sont là, mais on peut quand même se demander comment ensuite les mettre en place et quel mécanisme de répression il y aurait derrière. Et c'est là que j'en viens à ma deuxième partie, donc sur le droit pénal international et l'étude en fait du statut de Rome, comment on pourrait protéger la ressource en eau via les mécanismes de répression du droit pénal international. Donc, je me suis intéressée surtout en fait à un document qui est sorti en décembre 2024 du Bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui s'appelle le projet de document de politique générale relatif aux crimes contre l'environnement relevant du statut de Rome. Et c'est vrai que les crimes contre l'eau sont liés effectivement à ces crimes environnementaux.
Après, il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence ou de cas qui sont sortis en lien avec ces crimes environnementaux, mais c'est déjà un bon pas en avant pour essayer de criminaliser en fait ce type d'atteinte. Et je me suis un peu attardée sur comment en fait prendre en compte ces crimes dans les différents crimes qui sont déjà prévus en fait dans le statut, donc le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Donc je vais analyser un peu point par point ces trois grands crimes qu'on appelle les core crimes. Donc tout d'abord le crime de génocide qu'on retrouve à l'article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc, il va incriminer le fait de soumettre intentionnellement un groupe à des conditions d'existence destinées à entraîner sa destruction. Si on pense à des exemples liés à l'eau, ce sera par exemple une privation délibérée d'accès à l'eau potable ou à l'eau tout court, la destruction d'infrastructures hydriques, l'empoisonnement par exemple de nappes phréatiques, ou alors l'assèchement de certaines zones humides dont va dépendre un groupe ou une population ciblée. Mais là, on va avoir un peu un petit souci, c'est qu'il faut encore établir l'intention spécifique de vouloir détruire ce groupe en tout ou en partie. On appelle le dolus specialis. Et ça va être la grande difficulté en fait va être de prouver cette intention spécifique. Parce que si on a uniquement des atteintes à l'eau ou à l'environnement, ça va être assez difficile ensuite de dire qu'on visait directement la destruction d'un groupe protégé si on n'a que ce type d'atteinte. Si c'est mélangé à d'autres types d'atteintes, typiquement des meurtres ou autres, ça va être peut-être plus facile, mais si on n'a que des atteintes environnementales, ça peut être un peu plus compliqué. Et bien évidemment, cet article, ce crime de génocide va protéger la population et ne protège pas directement la ressource en eau ou l'environnement. Un des exemples marquants, en fait, qui est aussi en lien avec la région du Sahel, mais qui date déjà il y a quelques années, ça va être le conflit au Darfour. Peut-être que certaines personnes connaissent mieux ce conflit que moi, mais c'est un conflit donc qui opposait certains groupes avec les forces du commandement, sous le commandement du président al-Bashir, notamment l'armée soudanaise et la milice janjaouide, qui ont mené des attaques spécifiques ciblant des groupes ethniques spécifiques. Et ces attaques comprenaient non seulement des violences directes, mais aussi la destruction et la pollution des ressources vitales, en particulier des points d'eau qui visaient à priver certaines populations de l'eau potable. Donc la CPI, le bureau du procureur, a souligné que ces actes visaient à créer des conditions de vie destinées à provoquer la destruction physique de ces groupes, conformément justement au statut de Rome. Et il a qualifié la destruction et la pollution des ressources en eau au Darfour d'actes de génocide. Après, dans un deuxième temps, quand le mandat d'arrêt contre le président al-Bashir dans les années 2009-2010 a été issu, il n'y avait pas la mention en fait de ces actes. Par contre, le juge Oussaka, qui est un des juges qui était dans la composition, a émis une opinion dissidente, et a reconnu que justement il y avait des preuves substantielles qui attestaient que la destruction des ressources en eau constituait une atteinte aux moyens de survie de ces populations et qui relevait du crime de génocide. C'était quand même assez ambitieux à ce moment-là. Et c'est directement en fait lié ces atteintes aux populations civiles, c'est lié au deuxième crime en fait qui est prévu dans le statut de Rome, qui est les crimes contre l'humanité, qui sont prévus à l'article 7 et qui vont exiger eux une attaque justement généralisée ou systématique contre une population civile. Et les atteintes à l'eau peuvent effectivement entrer dans cette qualification, mais il faut quand même qu'elles provoquent des déplacements forcés, des privations de droits fondamentaux ou des conditions de vie qui vont entraîner la mort, par exemple, ou de grandes souffrances. Et donc, on va avoir un élément vraiment contextuel qu'il faut prouver et qui est parfois difficile si justement on a des atteintes qui sont uniquement liées à l'eau. Donc, c'est aussi très anthropocentré, ça va être difficile si justement il n'y a pas un lien direct avec une population civile. Mais malgré tout, on voit quand même une certaine évolution pour reconnaître que certaines atteintes qui sont graves, qui sont en lien avec donc la ressource en eau, des puits, etc., peuvent être constitutifs d'atteintes graves à la dignité humaine et qui peuvent relever du crime contre l'humanité si ça cause, par exemple, de grandes souffrances aux populations. Et le dernier crime qui est prévu, c'est le crime de guerre. Donc, il y a pas mal de sous-dispositions, mais c'est prévu à l'article 8 du statut de Rome.
Donc l'article 8, par exemple, 8.2b4, qui va être le seul article en fait du statut à mentionner spécifiquement l'environnement, et il va incriminer les attaques causant des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel s'ils sont manifestement excessifs au regard de l'avantage militaire attendu. Peut-être que ça vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est repris en fait du droit international humanitaire, mais c'est quand même une disposition qui est assez restrictive. Il faut pouvoir prouver que c'est étendu, que c'est durable, que c'est grave, c'est cumulatif. Et il faut aussi pouvoir interpréter qu'est-ce que ça veut dire étendu, durable et grave. Ces dispositions s'appliquent aussi, enfin, cette disposition s'applique aux conflits internationaux, donc ça va exclure tous les conflits internes, qui sont quand même plus nombreux en notre époque. Et il y a d'autres dispositions, pardon, qui peuvent aussi s'appliquer en plus de celles-ci. Ça va être celles qui interdisent certaines méthodes de guerre, notamment l'usage d'armes empoisonnées ou chimiques et l'interdiction de la famine, par exemple, comme méthode de guerre. Et cela va couvrir également la ressource en eau et la privation d'eau. Cette disposition donc sur la famine, sur l'interdiction des armes empoisonnées, qui peuvent aussi créer donc des destructions environnementales, ça vaut aussi pour les conflits armés cette fois non internationaux, donc les conflits internes, et ça se retrouve aussi dans les conventions de Genève, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc en théorie, on pourrait utiliser le statut de Rome pour criminaliser les crimes contre l'eau et les crimes contre l'environnement. En pratique, c'est encore assez compliqué, effectivement, parce qu'il y a des seuils de preuve qui sont assez élevés, qu'il faut pouvoir prouver. Notamment, il faut pouvoir prouver qu'il n'y avait pas d'avantage militaire, ou alors que c'était manifestement excessif par rapport aux dommages. Il faut prouver l'intention spécifique, par exemple dans le cas du génocide. Et le statut, comme je l'ai déjà dit, est assez anthropocentré, donc tourné sur les différentes atteintes qui touchent les populations civiles et pas nécessairement la ressource en eau ou l'environnement en tant que tel. Un des exemples que j'ai brièvement mentionné, ça peut être c'est l'exemple du barrage de Kakhovka en Ukraine en 2023, qui va montrer en fait ce déséquilibre entre des inondations massives, des déplacements forcés de population, une pollution durable des sols, des eaux, mais en même temps, on va avoir une problématique de répression derrière. Qui a fait ça? Dans quel but? Est-ce qu'il y avait un avantage militaire derrière, etc. Donc on voit un peu cette disproportion entre la justice environnementale et puis l'avantage militaire ou comment on peut interpréter le statut de Rome. Et j'en viens du coup à ma conclusion et aux différentes pistes d'évolution. Je vais essayer d'être assez bref, comme ça il y a le temps pour quelques questions. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Quelles sont les solutions peut-être? Il y en a plusieurs, peut-être que vous en avez d'autres que moi je n'ai pas, mais j'ai pensé à l'écocide, par exemple, qui est un concept qui a été mis en avant pendant les destructions massives par l'agent Orange au Vietnam. Et le but, ce serait donc de créer un nouveau crime, le crime d'écocide, qui pourrait par exemple être mis dans le statut de Rome de la Cour pénale. Certains États, notamment du Pacifique, ont poussé pour ça. Donc, c'est un crime qui serait autonome et qui mettrait en avant les atteintes graves, durables ou étendues à l'environnement. Donc, ce serait alternatif et non pas cumulatif, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce serait tout à fait indépendamment de l'intention de nuire à une population civile particulière ou alors à un conflit armé. Ça pourrait tout à fait s'appliquer en temps de paix et ça permettrait de vraiment criminaliser les crimes environnementaux, crimes contre l'eau pour eux-mêmes et non pas en lien avec une population. Donc, ce serait un outil juridique qui serait peut-être un peu plus adapté aux réalités contemporaines, où l'environnement justement devient une victime directe dans certains cas, mais pas forcément militaire. Ça peut aussi tout à fait être dans un contexte de paix. Dans ce contexte, on a aussi la Belgique, qui a été le premier pays européen à criminaliser l'écocide dans son droit interne en 2024. Donc, ça peut ouvrir la voie à d'autres États par la suite. Et puis, les autres pistes de réflexion, ça pourrait être la compétence universelle, donc de reconnaître aux juridictions nationales la possibilité de poursuivre des crimes graves contre l'eau et contre l'environnement, même en l'absence d'un lien territorial ou un lien personnel, ce qui permettrait en fait de pallier les limites de la Cour pénale, qui manque de ressources, qui est très dépendante à la coopération des États, à la compétence territoriale, etc.
Donc, ça pourrait permettre d'avoir certains déjà standards en fait de responsabilité si les États étaient capables et avaient la compétence de poursuivre ces crimes. Donc, j'en conclus en disant que la protection de l'eau dans les conflits armés ne peut plus se limiter simplement à des principes peut-être théoriques, mais elle va devoir être consolidée par un droit pénal international plus effectif qui reconnaisse pleinement l'eau comme un objet autonome de protection. Et c'est à ce prix seulement qu'on pourra espérer transformer l'eau non pas en outil de guerre, mais bien en un vecteur de paix au Sahel, bien sûr, et ailleurs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Héloïse, pour votre tableau sur les différents corps normatifs qui protègent l'eau en temps de conflits armés. Donc, bien sûr, il s'agit d'un tableau général qui s'applique à tous les conflits, mais voilà, ça en fait un rôle particulier dans les contextes de la région sahélienne. Et donc là, je voudrais ouvrir au public pour des questions. Et donc, est-ce que, voilà, si vous pouvez inclure vos questions dans la chat ou bien lever votre main. Sinon, j'ai une question moi-même que je voudrais poser aux panélistes. Donc, je vois, pour l'instant, on n'a pas de questions. Et donc, en fait, oui, ce que je voudrais poser comme question, et voilà, dans les contextes de notre session sur l'eau, la paix, les conflits et au Sahel, quelles sont non, vos recommandations non, sur la base de vos recherches pour voilà, prévenir les conflits, donc en particulier pour les présentations d'Agua et Koura et François-Xavier Adriana. Donc, si vous pouvez peut-être voir non, quelles sont les recommandations non, que vous donnerez pour prévenir des conflits autour de l'eau. Et donc, pour Héloïse, de l'autre côté, non, on est dans un contexte des conflits armés. À votre avis, non, les respects non, des normes des droits internationaux humanitaires peut contribuer, comment peut contribuer ces respects à la paix dans un pays, dans une région. Donc, qu'est-ce que vous voyez, quelle est la contribution du respect des normes du droit international humanitaire pour la paix? Et, donc, on a très peu de temps, donc je vous demande, voilà, 2 minutes, chacune pour votre réponse. Merci. On commence. Je commence.